Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. On vous souhaite un bon été sur Parler Cuisine, c'est l'épisode 113. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour Parler Cuisine. Au micro, c'est Marc et de l'autre côté de la ligne, c'est Guy. Bonjour Guy. Oui, de l'autre côté de la mer et aussi, hein. Oui, comme tu veux. Oui. Mais bonjour quand même. Bonjour quand même. On se retrouve tous ensemble pour Parler Cuisine dans un nouveau numéro de l'été. Et aujourd'hui, été oblige, tu vas nous parler de quoi Guy? On va parler de fraises aujourd'hui. La manière de les concevoir, de les préparer de manière simple et puis De les ultérieurement. concevoir. Les concevoir, oui, parce que les fraises sont le fruit d'une hybridation et je dois un petit peu en parler aussi. Ah, ok. Ah oui, Donc, oui. c'est un fruit d'été, un fruit de saison, un fruit que tout le monde adore. Mais avant ça, est-ce que tu as une petite actualité? Oh, ben oui, je suis allé comme membre du jury, comme juré à un concours de vin de fruits et légumes. C'est extrêmement intéressant. Je connaissais le sujet de loin et puis j'ai découvert un monde fascinant parce que je consacrerai d'ailleurs un podcast à ce sujet-là. J'ai même intégré un des clubs, une des associations qui fabrique. Alors on m'a déjà demandé, tiens, est-ce que tu vas fabriquer? Je dis pas tout de suite, mais par Des vins de contre fruits et légumes. participer. Oui, par contre, participer à leur réunion, en fait, c'est avec un collègue qui m'a proposé ça, donc je suis allé. Et petite anecdote, donc il y avait toute une série de produits qui étaient mis en dégustation, il y avait des tables différentes. On m'a demandé tout de suite, tiens, à quelle table voulez-vous aller? Je dis, moi, j'aimerais autant goûter des produits qui soient secs. Donc je suis allé à la table où il y avait des vins qui étaient secs. La table des vins de fruits secs. Ah oui, des vins de fruits et légumes, parce qu'en fait, moi, j'imaginais, je connaissais un petit peu les vins de fruits. J'avais déjà bu, bien sûr, comme tout le monde, je pense, du vin de rhubarbe. J'ai bu du vin de sureau, du vin de fleurs de sureau, ça, je connaissais. J'avais même bu du vin de laitue. J'avais bu du vin de fraise. Bon, tout ça, je connaissais. Moi, j'ai essayé le vin de pissenlit, des fleurs de Voilà. pissenlit. Je pense que j'en ai bu aussi. J'ai bu du vin de bouleau il y a longtemps, donc j'ai bu tout ça. Oh. Et ici, j'ai découvert un véritable monde que je soupçonnais un petit peu, mais que je ne connaissais pas. Et j'ai fait des découvertes extrêmement intéressantes. Alors Qu'est-ce que bon, on tu as avait une goûté? feuille. J'ai goûté des vins qui étaient faits avec des mélanges de choses. Celui qui en avait le moins, il y avait que 3 choses, et puis il y en avait où il y avait jusqu'à 8 choses différentes. Oh, Alors ce n'est pas pas trop ça? forcément celui où il y avait 8 choses qui était le meilleur en réalité. Ah oui. Il y a des choses que j'ai trouvées tout de suite. Par exemple, il y avait un vin où il y avait de la fraise et il y avait de la menthe. Et j'ai tout de suite goûté la menthe dans La le produit. menthe. Oui, la menthe, oui, tout à Ah fait. oui. C'était un vin rosé. Alors, il y a des couleurs superbes, il y a des couleurs flamboyantes, il y a des couleurs qu'on ne trouve pas dans le vin de raisin, par exemple, hein. Et c'est clair ou c'est Tellement trouble les couleurs sont comme belles. Ah, ben liquide? non, c'est clair. C'est clair. C'est clair et on juge d'ailleurs de la clarté. La dégustation se fait exactement comme pour les vins, disons, traditionnels de raisin, dans le même type de verre. Il y a une feuille avec les différentes caractéristiques des vins, que ce soit pour les vins de raisin ou les vins de fruits. Il y a des vins qui sont élaborés sans aucun raisin, et il y en a d'autres qui sont élaborés avec, par exemple, 80% de raisin plus autre chose. Oh, bah, c'est du vin aromatisé, quoi. Oui, non, c'est quand même différent. Oui, mais Alors non, oui, on oui, mais pourrait dire non. que c'est du vin aromatisé, mais quand on a des produits où il y a à la fois, bon, il y a du gingembre, il y a des épices, il y a des choses comme ça, on ne retrouve pas forcément le goût du gingembre, mais il participe. Ah oui, c'est intéressant parce que j'ai plutôt, moi, ayant grandi à Bruxelles, j'ai plutôt l'habitude de voir ça dans les bières. Toi, on va rajouter des fruits, on va Oui, rajouter des et je épices. compte faire aussi un de nos sujets sur les bières d'été, parce que j'ai acheté aujourd'hui justement cet effet-là des bières pour pouvoir en faire les photos pour diffuser sur notre podcast. Et je comptais faire un sujet, peut-être le prochain, je ne sais pas, Ok. avec toutes les bières aux fruits. Donc voilà, ça ce sont dans les projets et les Bon, actualités. écoute, il faut qu'on se retrouve. Tu vas m'inviter à ta prochaine réunion d'amateurs de vin de fruits. On va aller enregistrer Ah ben je là-bas. vais d'abord y aller moi-même hein, Oui, pour voir un petit peu de quoi il retourne, et puis en fonction de ça, on verra. intéressant. Mais Et c'était c'est quoi, intéressant. t'avais une surprise particulière là que tu as faite, que tu t'attendais pas? Un vin Ah ben qui oui, t'a voilà. sorti du lot? J'étais vraiment étonné de ce qu'il y avait comme variété. Alors la surprise, c'est que par exemple, à un moment donné, parce que moi je mets toujours mon nez dans le verre avant de regarder la couleur, parce qu'il y a des odeurs qui sont fugaces, il y avait un vin qui avait un parfum d'agrumes extraordinaire. Oui. C'était à la fois entre le pamplemousse, l'orange, la clémentine, il y avait un peu tous ces goûts-là. La couleur était rosée, même un peu l'orange sanguine. Et puis en regardant la liste des ingrédients, il n'y avait pas le moindre agrume qui entrait dans sa composition.
Et ça, il faut reconnaître que c'est Ah ouais. assez surprenant. Tu te Hein. souviens de la composition? Oh, c'était une des plus complexes. Je n'ai pas mon papier sous les yeux, Ah oui. mais c'est vrai que c'était vraiment surprenant, vraiment. C'est comme des vins de raisin qui goûtent le litchi et des agrumes Oui, et des voilà, trucs tout comme à ça, fait. quoi. Hein, quand on a un vin où on trouve de l'ananas, alors qu'il y a pas le moindre ananas dedans, bon. Ce qui est aussi très étonnant, c'est qu'on s'attend à ce que si on emploie des fruits, hein, c'est un petit peu je dirais l'idée qu'on pourrait s'en faire. Tiens, on a utilisé des fruits, ben le vin va être sucré. Ben non. J'ai goûté comme ça des vins dans lesquels intervenait de la mûre, du cassis, de la framboise, des choses comme ça. C'est à peine si on sent encore un tout petit peu le goût de ces fruits, mais ce sont des goûts qu'on retrouve également dans les vins rouges de raisin. Hein, on retrouve du cassis, de la framboise, des choses pareilles. Là, à peine, hein, je dirais, on le sent, mais à peine. Et alors, il y a de fameux accords possibles entre vin et mets avec ces vins-là. Hein. Ouais, Parce que j'imagine. lorsqu'on a un vin blanc très sec, qui ressemble parfois à s'y méprendre à un vin blanc traditionnel, comme je dirais un Bourgogne blanc, par exemple, ou un Loire blanc, bon, on peut très bien l'accorder, ce vin, avec un plat de poisson, ça ne va vraiment pas jurer du tout. Et quand on a un vin plutôt rouge, qui a un petit nez de cassis de framboise, voire même, j'ai trouvé un tout petit nez foxé, par exemple. Alors, le foxé, c'est un goût qui, s'il est trop prononcé, est un défaut, c'est une terre. C'est le goût de renard. Hein. C'est un goût, Oh, disons, des vins qui, en vieillissant, c'est souvent les vins de Bourgogne qui attrapent ce goût-là. oh. Et après 15 ans, bon, on dit des foxés, et c'est un vin qui n'est plus très prisé, hein, au contraire. Mais quand c'est léger, ça donne ce petit goût des Bourgognes qu'on peut très bien voir à ce moment-là associé avec des viandes, avec du gibier, des viandes en sauce, des choses comme ça. Donc, ça mériterait vraiment de faire une étude comme ça des vins et des produits qu'on peut associer. Je leur ai déjà proposé de leur faire une conférence là-dessus. Je dois leur faire une conférence, je leur ai promis, sur l'histoire de la vigne et du vin, puisque ça, j'ai ça dans mes tiroirs. Et puis, je leur ai proposé également de faire des essais avec un plat et 3 ou 4 vins et dire, voilà, quel est le vin le vin de fruits qu'ils produisent, évidemment. Hein. Quel est le vin qui va le mieux s'accorder avec tel plat ou tel autre plat et pourquoi. Hein. Ok. Donc, tout ça, ce sont des projets, voilà. Mais ces vins-là, on les trouve facilement dans le commerce ou bien c'est des trucs d'amateurs? Mais oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quelques producteurs qui commercialisent leurs produits, mais généralement, ça reste du confidentiel. Hein. Ouais. Ça reste vraiment. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le collègue avec qui je suis allé a gagné un premier prix, hein, dans une de Ouh. ces catégories, donc j'étais particulièrement heureux. Il a réalisé un vin je dirais, c'est un vin d'apéritif qu'on pourrait assimiler à un Porto, par exemple. Hein. Ok. Eh bien, c'était vraiment un très, 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 très beau produit. Je l'ai effectivement goûté après, vu que je n'étais pas à la table où on le dégustait, mais je l'ai goûté après. C'était un super, super, super beau produit. Il a gagné le premier prix dans sa catégorie. Donc voilà. Et puis il y a encore 2 autres nouvelles aussi, hein. Oui, oui, j'ai d'autres nouvelles. Oui, oui. Alors, Moi, j'en ai une aussi. ah oui, oui, vas-y. Avant que je prenne la parole, je te laisse. Eh bien, la nouvelle, c'est qu'il y a un vignoble tout près de l'endroit où j'habite, à 10 minutes, qui est le meilleur vin mousseux du monde au dernier concours de Bruxelles qui a eu lieu à Aigle en Suisse, puisque comme chacun ne le sait peut-être pas, le concours international du vin de Bruxelles est un concours itinérant qui a eu lieu, je dirais, à l'origine à Bruxelles même. J'ai participé à ce concours-là en tant que visiteur. Qui est un C'était des quand plus même quelques prestigieux années. du monde. C'est un des plus prestigieux du monde. Alors maintenant, il a pris l'habitude de se délocaliser, hein, de manière à parcourir les grandes régions vitivinicoles du monde. Et donc, il se tenait à Aigle, en Suisse, cette année. Oui. Et alors, il y a à peu près 220 mousseux qui ont été 200, je pense que c'est à peu près 200, ou 270, je ne sais plus, 270. Je crois qu'il y avait 200 champagnes et 70 vins mousseux. Alors, bon, dans cette catégorie-là, il y a tous les vins effervescents. Hein. Il y a les champagnes, évidemment. Et puis, il y a les vins qui sont mousseux, mais qui n'ont pas droit à l'appellation champagne, puisque maintenant, évidemment, Oui, les c'est créments. réglementé. Les créments, non, pas spécialement des créments, parce que quand on dit crément, il y a moins d'atmosphère de pression dans la bouteille. Ok. Mais normalement, un crément, c'était 5 atmosphères, enfin on disait ça jadis, et un champagne, c'était 7. Disons que tous les vins effervescents, mais méthode traditionnelle, puisqu'on peut même plus dire méthode champenoise. Et c'est un vin belge qui est le premier de tous devant les champagnes et devant les Cocorico. autres. Tu, Ben tu, quand même. Hein. tu te souviens du nom du vin? Oui, oui, c'est le vignoble, le vin d'Éole qui se trouve sur la commune de Kévy. Et alors, ils expliquent leur succès d'abord par un savoir-faire. Ben, ils Comment sont tu quand même écris ça? installés là-dedans. Le vin d'Éole, avec le dieu grec des vents. Ah Hein. oui, le vin d'Éole, le Le domaine domaine, le d'Éole. Ah domaine des oui. vins d'Éole, voilà. Je vois leur site, c'est domaine-déole.com, oui. En un Voilà, mot. c'est ça. Et alors, ils expliquent ça donc d'abord par une très belle exposition, par le fait qu'ils aient exactement le même terrain avec un soubassement en craie comme en Champagne, les mêmes cépages évidemment,
Et en plus, le fait d'avoir des éoliennes là qui sont dans leur vignoble fait que l'air est brassé. Et alors, l'air est brassé de telle manière que le froid ne stagne pas. Et en plus, l'air étant brassé, les moisissures ne s'installent pas aussi facilement, étant donné que le vignoble Non. est aéré. Juste. Je me suis trompé. C'est pas le vin des. Le vin le domaine d'Éolina en Provence. C'est Champ Ah non, d'Éole. non, 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 C'est pas c'est Chandéol. Chandéol. Chandéol, voilà. C-H-A-N-T. D'apostrophe Ouais. éole. Voilà. Donc, ils ont justement des éoliennes dans leur parcelle. Et alors, ils expliquent les bienfaits de ces éoliennes par rapport aux maladies de type champignon qui viennent avec l'humidité, puisque le terrain est particulièrement bien aéré. Ok. Et c'est pour un vin de 2014 qu'ils ont obtenu cette prestigieuse récompense. C'est pas ces gens-là qui faisaient du champagne puis sont venus en Belgique faire la même chose? Non, À non, peu non, près? non. Non? Ce sont en fait des Belges qui se sont associés, je crois qu'ils sont deux. Et par contre, le vinificateur est un champenois, oui, qui Ok. vient quand même les Ok. aider pour faire la cuvée, et Chandéol, pour faire méthode traditionnelle. Ah oui, voilà. intéressant, intéressant. Donc voilà. Je me promets d'aller, comme c'est vraiment tout près de chez moi, je me promets d'aller prochainement faire un petit tour jusque-là et d'essayer de déguster le fameux vin qui a gagné le concours, bien entendu, mais je serais pas étonné qu'il soit déjà en rupture de stock. Ils ne comptent certainement pas, parce que je les ai entendus interrogés par des journalistes, ils ne comptent absolument pas mettre ce vin en grande surface. C'est pas ce vin dont tu m'avais apporté un jour une bouteille, il y a Non, des ça doit années. être l'autre qui se trouve à 10 kilomètres de là et qui est tout aussi près de chez moi d'ailleurs, Donc on se situe dans la région du côté dans le Charleroi, Hainaut. dans le Hainaut, Ah non, 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 on est plutôt à l'ouest de Mons, hein, à l'ouest de Mons. Donc on est à Lille, on va vers l'est, on traverse la frontière et et on on arrive arrive dans là. cet endroit-là. On dirait qu'on est au nord de Maubeuge en fait. Voilà. Très célèbre pour son clair de lune. Ouais, ouais. Intéressant ça. Donc ben oui, on fait aussi du vin en Belgique et on fait du bon vin qui gagne des concours. Et puis alors l'autre nouvelle, c'est que j'ai découvert un produit dont j'ai envie de parler à nos auditeurs parce que j'ai déjà réalisé des recettes avec le produit en question. J'ai fait des photos, mais elles sont encore, disons, dans les limbes de la préparation et de la diffusion, étant donné que ce sont des recettes qui sont plutôt des recettes automnales pour certaines. C'est un fromage italien extraordinaire qui s'appelle le Cader aux truffes. C'est un fromage de chèvre. Alors je l'ai acheté sous deux versions. Je l'ai acheté sous forme d'une version ultra affinée, c'est-à-dire qu'il est coulant en souhait comme un camembert qui se laisse un petit peu aller. Hein. Il est Ça doit génial. Et sentir puis je l'ai bon ça. acheté. Ah, ça sent bon, mais ça sent surtout la truffe en fait. Hein. Ah oui. Alors ce fromage-là est allé sur une baguette croustillante, c'est extraordinaire. Alors en même temps, j'ai découvert une nouvelle variété de baguettes parce que le magasin de droite, il vend le fromage et il vend des produits italiens, et le magasin de gauche, il vend du pain. Voilà. Et alors, je vois des baguettes que je n'avais jamais vues, des baguettes de taille moyenne, avec une espèce de coloration assez brune soutenue sur le dessus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est pour des baguettes, ça? Ah, ce sont des baguettes poivre et sel, qu'on me dit. Ah bon? Donc j'en ai acheté une. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire Poivre que et j'en ai sel. racheté, oui, poivre et sel ou sel et poivre. Alors j'ai vu comment ils les fabriquaient. Donc c'est au départ une baguette blanche qu'ils mettent à pousser. C'est une mie qui est plutôt tendre. Et puis ils prennent un mélange. Alors je ne sais pas si c'est un mélange maison ou si c'est un mélange industriel. Et alors juste avant d'enfourner, ils badigeonnent le pain avec ce mélange. Parce que si on mettait par exemple du sel sur une baguette avec du poivre avec le moulin, ça ne tiendrait pas. Hein, Ben non, on est bien d'accord. faut que ça colle. Si ça faut que ça colle. Alors on pourrait dire bon, on va badigeonner avec de l'eau, hein, et puis on va mettre le sel, on va mettre le poivre, Fait une dorure. on va faire une dorure. Mais vous imaginez, le sel au contact de l'eau, il fondrait, puisque le sel est soluble dans l'eau. Or, on retrouve les petits grains de sel en croustillance à la fin de la cuisson, quand on déguste. Donc, ils prennent une espèce dans un petit seau, ils prennent un mélange, ils badigeonnent au pinceau, et on a la croustillance du sel et du poivre après. C'est génial, hein, il faut reconnaître que c'est génial. Alors, le fromage dont je viens de parler avec ce pain-là, c'est extraordinaire. Ok. Voilà, toutes les nouveautés du moment. Guy n'arrête pas de découvrir de nouveaux produits. Ah ben non, On il faut n'a jamais découvrir. Hein. fini de découvrir de nouvelles choses. Alors moi, je voulais parler d'une vidéo que j'ai partagée sur la page Facebook et que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc dans cette vidéo, il parle de cette initiative d'un minéralier belge, donc un fabricant d'eau minérale D'eau en minérale, oui. Belgique qui est très connu, Bru, qui est une eau plutôt haut de gamme et que j'apprécie beaucoup parce qu'ils font encore des bouteilles en verre. Ils sont présents dans C'est l'eau des restaurants chics, en fait. l'eau des restaurants chics. Voilà, c'est Perrier, c'est vraiment bas de gamme à côté de Bru. Et ils ont en fait
réagi, ils ont fait une initiative face aux restaurateurs qui en avaient marre que tout le monde photographiait toujours leurs assiettes et les Instagrammeurs qui sont là constamment à faire une photo de leur plat quand il arrive. Et c'est vrai que si tu regardes bien un peu autour de toi, c'est une tendance qui est apparue avec les smartphones et avec les réseaux sociaux de partage de photos comme C'est Instagram. surtout que les réseaux sociaux partagés, parce que, pour le dire, moi j'ai toujours fait des photos des assiettes quand je vais dans un beau D'ailleurs, restaurant, c'est parce que très j'aime bien agaçant garder le ça. souvenir. Ben, c'est agaçant, non, parce que moi je vais vite, mais je ne passe pas après une demi-heure à l'envoyer à 500 personnes, quoi, Voilà. puisque Oui, je ne suis pas oui, sur les réseaux sociaux. c'était avec ton bel appareil photo qui coûtait très Oui, ça cher, c'est quand je qui vais, était mais très je fais encore ça que le techniquement. mien maintenant, hein. Et donc, pour réagir à ça, ils ont créé donc une assiette avec le fond. En fait, ça ressemble comme si c'était décoré, mais en fait, c'est tous des petits QR codes, des codes QR qui, quand tu essayes de prendre en photo, l'appareil smartphone en fait est programmé pour lire ces codes. C'est comme des codes barres, mais en forme de petits carrés. Et dans ces codes barres, en fait, c'est des lignes de texte. Alors, généralement, on utilise ça pour faire des adresses Internet, mais ça peut être aussi des lignes de texte. Et les lignes de texte qui sont dedans sont des messages qui vont dire aux gens qui ont le téléphone, ça va apparaître sur l'écran en disant faites un peu gaffe aux gens qui sont autour de vous, n'oubliez pas de leur parler parce que ils sont quand même là pour manger avec vous, ils sont là pour passer du temps avec vous. Bref, en gros, c'est un petit rappel à l'ordre. Et apparemment, il y a plus de 150 restaurants qui les ont commandés. Ils les veulent, ces assiettes. Nous aussi, on veut parce qu'ils en ont marre de tous ces gens, de tous ces clients qui prennent des photos sans arrêt de leur nourriture. Et Maintenant, c'est un petit peu oublié de la part du restaurateur, même si c'est désagréable, je peux être, en être conscient, c'est que les gens qui font une photo de ce qu'ils mangent font leur publicité. Parce que qu'est-ce qui se passe? exactement, Vous envoyez exactement. la photo de ce que vous mangez, vous dites où vous mangez bien. Voilà, et si je Donc dis 500 finalement, personnes qui me voilà, suivent, regardez ce que je mange, ça a l'air appétissant, c'est au restaurant un tel, Le Baron du coin, je sais pas, voilà. le Baron de la frite, et ça va donner envie, effectivement. Parce que d'un autre côté, il y a des restaurateurs qui attendent ça, qui contactent les Instagrammeurs influents et qui les invitent à manger en disant venez manger chez moi et partagez plein de photos. Et d'un autre côté, tu as des restaurateurs un peu aigris qui disent non, 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 moi je veux pas qu'on partage mes photos, je veux pas qu'on prenne en photo, je veux pas qu'on passe du temps à ça, je veux que. Il veut quoi au juste? Il veut plus de clients? Il veut faire de la pub? C'est de la pub gratuite. Attends, tiens, littéralement, chaque client est capable, grâce à son téléphone, de multiplier par 10 la portée d'un plat qui arrive sur une table. Bien plus que par 10. 100, Avec les réseaux 1000. sociaux actuels, moi je dirais par 100. Oui. Je pourrais dire par 1000 parce que sur le compte Instagram de Parler Cuisine, la veille du jour où j'enregistre ceci, ou nous enregistrons ceci, nous venons de passer la barre des 1000 abonnés. Merci à tous ceux qui sont venus nous suivre sur la page Instagram de Parler Cuisine. Ou d'ailleurs, là, c'est la deuxième petite info que je voulais partager avec vous. J'ai été faire un voyage à Paris début mai 2019. Et c'était pour un contrôle fiscal, on m'a envoyé là-bas. C'était pas vraiment une expérience agréable, d'autant plus que je n'avais pas l'intention de rester, j'étais seul. C'était, comment dire? Et tu n'aurais pas eu l'idée de de me demander si je ne voulais pas aller à Paris passer une journée? Bon, voilà, Non, mais oui. on m'envoie le jeudi pour rentrer le vendredi. Oui, oui, Donc, j'imagine. de toute façon, dès que c'est pendant la semaine, toi, tu travailles. Nous travaillons tous les deux. Bref. Bon, comme je m'occupe aussi de la France et qu'il y a un contrôleur fiscal et que personne ne parle français parce qu'ils ont tous les francophones de l'équipe finance, ils les ont transférés dans un autre département. Enfin, chez un. Bref, c'est compliqué. Marc, tu vas y aller. Ok, j'y vais. Donc le soir, j'arrive, je vais manger ce que je peux manger. Je vais aller dans une brasserie, un restaurant. Ils conseillent la brasserie Café Le Baron. Ok, bon. C'est quartier de l'Opéra. Et donc, comme dans toute brasserie parisienne, j'aime bien commander un steak frites, salade. Et c'est marrant, toutes les brasseries parisiennes, mais j'ai l'impression, quand je vais à Paris, c'est qu'il y en a à tous les coins de rue. C'est-à-dire qu'il y a pas, tu peux pas faire 200 mètres sans tomber sur au moins sur une brasserie parisienne. Bon, Et je pense qu'il y a 10 000 restaurants et cafés assimilés à Paris, hein. Forcément, on en rencontre quand même quand on y va. voilà, tu peux voyager, tu peux passer beaucoup de temps à manger tous les jours quelque chose de différent, presque quasiment toute l'année, sans cuisiner chez toi. Bon. J'imagine que Paris souffre du même problème que Londres. C'est une ville de célibataires. C'est très difficile. Il y a très peu de gens qui ont des enfants. Dès qu'ils ont des enfants, ils vont en banlieue. Et donc, les célibataires, qu'est-ce qu'ils font? Ils cuisinent pas, ils sortent. Oui. La seule chose, c'est que je suis persuadé que dans 50% des restaurants parisiens, on trouve exactement les mêmes plats, à savoir des plats qui ont un petit air de terroir et de cuisine authentique et qui en réalité sont cuisinés dans des grandes cuisines collectives, mis sous vide, qu'il n'y a plus qu'à réchauffer. Bon, enfin, Oui, mais à part écoute, l'entrecôte.
Bon, ça, bon, Hein? on va revenir. Je me demande si on n'en avait pas parlé déjà avant. Oui, Il y a eu plusieurs émissions françaises là-dessus tout à fait. qui se sont rebellées parce que, enfin, qui ont mis le doigt dessus parce que tu as des gens, quand ils ont commencé à rendre obligatoire les mentions fait maison ou pas, ou à réglementer, et ils se sont rendus Mais compte que, on allait jusqu'à 80% des plats qui venaient de l'extérieur, hein. oui, mais tu peux pas avoir un plat à un prix très raisonnable et ne pas avoir comment dire, une optimisation au niveau du coût derrière. Tu peux pas s'attendre à ce que la personne ait acheté une pièce du boucher Ah, fraîche on du ne sait pas. matin et payer 9 euros pour ton entrecôte. Non. Ben, 9 euros pour l'entrecôte, ça n'existe plus, mais on ne sait surtout pas avoir une carte pléthorique, c'est-à-dire 10 entrées froides, 15 entrées chaudes, 25 plats principaux et certainement une quinzaine, si pas une vingtaine de desserts, et tout faire soi-même avec une équipe de 2 personnes en cuisine. Ça, c'est pas possible. Moi, j'ai une règle de Hein? principe. Oui. Si le menu tient en une page, si la carte tient en une page à 4, recto simple, c'est bon, pour moi c'est frais. Ça a l'air frais. Et Attention, ça m'attire confiance. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant, hein. Il faut rester quand même oui, honnête et dire ce n'est pas parce que c'est fait industriellement que c'est mauvais pour la santé. Ça, il ne faut certainement pas le dire, hein. bon, il y a des cartes pléthoriques, il y a des produits qui sont pas frais, il y a des produits qui sont, comment dire, bon, si tu prends par exemple du cuisse de canard confit que tu vois très souvent à la carte maintenant, ça peut pas être cuisiné frais, c'est en boîte, de toute façon. C'est comme ça que C'est c'est sous vide préparé. Voilà. généralement. Ou alors C'est c'est sous sous vide. vide. Bon, il faut le confire. Voilà. Bon, bref, moi je suis amateur de mon steak frites. Il n'y avait pas de steak frites, c'était de l'entrecôte qu'il y avait à la carte. La seule pièce de viande, ok, bon. Alors, c'est vrai que quand j'habitais sur le continent, j'aimais bien la viande saignante. Mais depuis que j'habite en Angleterre, la viande saignante, quand tu demandes une viande saignante, ici, on te jette des pierres, on te jette dehors, hein. C'est comme dans Les Bronzés font du ski, le film, là. Quand quelqu'un va demander une crêpe au sucre dans une crêperie et qu'on le fout dehors. En Angleterre, c'est pareil. Si tu demandes une viande saignante, on te regarde, mais bizarre. Sauf dans les endroits touristiques où on sait que les Français ils aiment. Parce que pour eux, c'est cru. Les viandes ici sont soit à point ou bien cuites. Le saignant en Angleterre, c'est à point. Donc, j'ai commencé à manger des viandes à point et bien cuite, et j'ai commencé à apprécier. Bon, c'est vrai qu'ici, ils font maturer leur viande beaucoup plus longtemps qu'en France, donc ça passe. Bref, je n'apprécie plus vraiment la viande saignante, trop saignante, bleue, et je me suis rendu compte que si tu demandes saignant en France, à Paris surtout, on te donne une viande qui est à peine saisie au-dessus en dessous, c'est du bleu. Donc, cette fois-là, je demande une à point. Et de nouveau, l'assiette arrive devant moi et il y a comme ça une mer de sang au-dessus. Tu vois, c'est le sang qui perle. Ça, c'est saignant. Ça se voyait même avant de toucher la viande, ça se voyait que c'était saignant. Et je me dis, ben mince encore. Et là, puis le garçon qui s'en va, j'ai même pas le temps Et puis, c'est ça qui est bien, c'est dans ces brasseries parisiennes, tu vois, le gars, il te sert et après, il t'ignore. Il te laisse tranquille. Il n'a même pas demandé si ça va. Alors, il demande si ça va quand tu as fini ton assiette. Bon, je coupe la viande et j'ai bien sûr, elle est saignante. J'ai mis une photo sur le groupe Instagram de Parler Cuisine. Parce que je me suis dit, mais enfin, c'est encore une fois, de nouveau, pareil, même chose. C'est pas la première fois que ça m'arrive. À tous les coups, je vais dans une brasserie parisienne, c'est la même chose qui arrive. On te sort une viande qui est croûtée, quasiment brûlée au-dessus, en dessous, et à l'intérieur, c'est cru. Et c'est vraiment cuit sur 1 millimètre, et après tout le reste, c'est saignant. Pour moi, c'est saignant. Bref. Donc, j'en ai appelé aux réseaux sociaux, j'ai fait mon troll et j'ai dit, bon, bah, pour vous, c'est quoi? J'avais demandé à point comme cuisson et d'après vous, c'est à point ça. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent c'est saignant, mi-saignant. Il y en a qui disent non. Il y en a même qui ont dit que ça, c'est bleu. Puis après, il y en a qui ont commencé à commenter, oui, déjà, à point sur une viande, c'est déjà un très mauvais goût. Oui, d'un point de vue franco-français peut-être, mais il y a d'autres pays dans le monde où ils mangent cette viande-là à point. Je me dis, d'un autre côté, heureusement que j'ai demandé à point et pas saignant, parce que si j'avais donné saignant, il m'aurait probablement cuite moins. Ceci dit, le morceau de viande était très bon. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas renvoyé en cuisine. Il était trop bon. Ça m'aurait fait de la peine, tu vois, de gaspiller un pauvre morceau de viande comme ça, de commencer à donner du fil à retordre au cuisinier. D'autant plus que dans les fois précédentes où c'était saignant et pas à point, ou alors que c'était bleu et pas saignant, je renvoyais en cuisine, le gars, il te le saisissait genre sur une plaque à 300 millions de degrés, comme ça, que ça revenait tout croûté, brûlé de le côté, mais pas cuit à l'intérieur. Donc en fait, le gars, il te le brûle, il te le passe au chalumeau en disant, voilà, ça sera plus cuit comme ça. Non, pas du tout. Bref, ça c'est mon petit coup de gueule contre les brasseries parisiennes. Et puis j'ai une collègue qui m'a dit, et ça je voulais demander ton avis Guy. Tu vois la photo là? J'ai une collègue
quand je lui ai montré la photo, parce que bien sûr, j'étais retourné, j'étais remonté, moi, contre ce gars-là. Une fois de plus, de nouveau, ça m'arrive à chaque fois, blablabla. Bref, dès que je peux râler en France, j'essaie de me mêler à la population et de faire comme eux, et surtout à Paris. Et ma collègue me dit, ah, ça c'est probablement parce que le morceau de viande était surgelé quand il l'a cuit. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible si vous mettez un morceau de viande surgelé ou très froid dans la poêle, qui elle est très chaude, vous allez avoir des chocs thermiques et vous n'allez pas avoir le même résultat que si vous aviez une viande qui était à température ambiante ou au moins à, je dirais, une vingtaine de degrés, par exemple, hein. Ça, Donc, c'est clair que ça a de l'importance. La température de la viande au moment où on la saisit va déterminer son résultat. Après, il sera beaucoup plus difficile d'avoir une viande bleue, par exemple, de manière facile, si la viande est très froide à cœur. Ça, c'est clair. ah oui. Moi, j'aurais dit le contraire. Justement, ça va Mais empêcher la non. chaleur de rentrer dedans si il est gelé à l'intérieur, par exemple. Alors, tout ça va dépendre de la violence de la source de chaleur. Une viande bleue, elle doit être à une température des alentours d'une bonne quarantaine de degrés, hein, 40, Ouais, 45 degrés, pas et encore. Ça devient déjà beaucoup. Forcément, ça va aussi dépendre de son épaisseur. oui, Avoir une viande bleue à cœur, si le morceau est très épais, c'est relativement difficile, hein, oui. parce qu'il y a des gens qui rouspètent, ils veulent avoir des choses qui sont impossibles par les moyens, je dirais les moyens traditionnels en tout cas. Et j'ai déjà donné les trucs, hein, comment on faisait pour avoir une viande de telle température, etc. J'ai donné des astuces dans un précédent podcast. C'est clair que moi, la meilleure viande bleue que j'ai mangée de ma vie, c'était au sommet de la tour Montparnasse à Paris. C'était une fine entrecôte. C'était il y a très 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 longtemps. Et effectivement, mais ce n'est plus le même restaurant actuellement, hein. Et c'est vrai que la viande était tout à fait bleue, chaude, tout en étant crue à l'intérieur. Et ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai. Mais ça remonte à il y a très longtemps. Alors, on verra ce que les auditeurs vont nous répondre, hein, concernant ça. À ton avis, sur la photo que j'ai partagée là, c'est quelle cuisson ça? Mais il faudrait que je revoie la photo, donc je vais me brancher pour voir la photo. Voilà. Alors, comme j'ai dit, pour moi, en fonction de la couleur, le dessus, c'est plutôt du saignant, et en dessous, on est entre saignant et à point. Voilà. Ça, c'est mon point de J'ai vue. juste coupé ça en morceaux, puis j'ai mis l'autre, j'ai empilé les deux Ben oui, morceaux mais pour. c'est ce que l'impression donne, hein, Ouais. puisque on voit que c'est plus rouge vif au-dessus et que c'est plus rosé en dessous. Bon, ça, c'est l'impression que ça me donne. Maintenant, J'ai moi, je ne l'ai partagé la pas même photo sur mangé. le groupe Oui, Facebook oui. et j'ai eu d'autres commentaires aussi. Je vous invite à aller les voir. C'est marrant parce que c'est pas les mêmes personnes qui ont commenté sur Instagram et sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a fait remarquer elle est croûtée. Oui, effectivement, mais j'aime bien ça. Et donc, non, finalement, je l'ai mangé parce que c'était très bon. Le morceau de viande en lui était très beau. C'est juste, tu vois, c'est le petit côté, je demande à point et il aurait pu la cuire. Moi, quand c'est croûté comme ça me donne l'impression que c'était sur une source de chaleur très violente, qu'il a saisi et qu'il n'a pas laissé la chaleur rentrer un petit peu plus dedans. Ça aurait pu Par cuire un petit peu contre, moins je chaud rejoins plus un peu longtemps. le point de vue du monsieur qui a posté un petit mot là juste à côté. Oui. Je connais un restaurant où, en fonction du grammage de la viande, on vous dit voilà, cette viande-là, nous pouvons vous la servir bleue et saignante, et ce morceau-là, on peut vous le servir à point et bien cuit. Ok. Il n'est pas question de demander d'avoir l'autre morceau bleu, alors Ok. qu'ils ont prévu, eux, de le traiter à point ou bien cuit. Et c'est un restaurant où je vais à peu près une fois par mois. Et en fonction de la taille du morceau et du poids du morceau, ils vous disent, voilà, ça c'est de telle cuisson à telle cuisson et d'autres c'est de telle cuisson à telle autre cuisson. Ah ben voilà, ben justement, le commentaire là, j'aimerais bien avoir ton avis. Donc, il met manger à point est déjà un mauvais point. Un cuisinier qui aime Mais son travail n'aime pas cuire une viande rouge à point. c'est exact. C'est vrai? Oui, c'est exact parce que j'ai eu, il y a de très nombreuses années, un directeur qui mangeait sa viande rouge bien cuite. Et on n'a jamais, évidemment, c'était le directeur, hein, on n'a pas pu le convaincre de changer d'avis. Mais c'est clair qu'un cuisinier ne supporte pas ça parce que pour lui, bon, ben, il y a une question de respect du produit. Maintenant, on peut comprendre le client qui dit, moi, j'ai envie de manger un morceau de bœuf, mais je le veux bien cuit. Mais d'un point de vue gastronomique, ça n'a aucun sens, c'est une hérésie, en fait. Pourquoi? Ça a moins bon goût? Parce que parce que c'est tout simplement le fait de cuire une viande rouge bien cuite fait qu'on a de la smelge, hein, c'est ce qu'on dit. À quoi ça sert de Mais si vouloir ta viande est prendre, mortifiée pendant très longtemps. oui, mais à quoi ça sert de vouloir prendre un morceau épais, donc du style un rump steak, de le vouloir bien cuit? À ce moment-là, bon, ben, tu prends un morceau de bouilli et tu l'as bien cuit et puis tu manges du bouilli. Je veux dire que les morceaux sont appropriés à des types de cuissons différents. Les morceaux de première catégorie sont adaptés aux cuissons rapides et aux cuissons saignantes, bleues,
Ah, tu veux dire éventuellement à que... point, certainement bien, soit bien cuit. Si tu veux manger, je dirais, un morceau de viande bien cuit, tu prends par exemple du steak pelé, deuxième catégorie. C'est un morceau qui est fin et qui sera cuit, éventuellement bien cuit, sans trop de difficulté. Mais pour arriver à cuire une viande bien cuite, si elle est très épaisse, il faut la laisser très 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 longtemps en cuisson, ce qui est peu compatible. Allez, on va prendre le cas. Un morceau qui fait 4 ou 5 centimètres d'épaisseur. Pour l'avoir bien cuit à cœur, il faut le laisser relativement longtemps au four. Il faut le surveiller, bien entendu. Et dans un processus de cuisson où tous les clients veulent être servis en un quart d'heure ou en 10 minutes, c'est pas possible. C'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer avec le micro-ondes. Oui. Donc à ce moment-là, on met la viande, on la saisit, on la colore, on la met au micro-ondes. Alors faut pas encore la mettre au micro-ondes trop parce que sinon la viande va éclater, elle va vraiment plus Tu être cuis la belle. viande au micro-ondes. Comment tu Mais non, contrôles mais la cuisson? quand le client, comment on la contrôle? En réglant la puissance du micro-ondes. Mais quand le client demande sa viande bien cuite et que la viande ne s'y prête pas parce qu'elle n'a pas je dirais, la taille appropriée, le cuisinier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le steak, il le coupe en deux déjà. Il le coupe en deux en portefeuille, il le cuit d'un côté et puis après il le coupe en deux et il remet les morceaux qui sont au centre sur la surface de cuisson. Bon, déjà au niveau de la présentation, ça ne va plus avoir grand-chose à voir. Quand on veut prendre une viande de bœuf et qu'on veut la manger bien cuite, on prend à ce moment-là du beefsteak. On ne prend pas du steak, qui lui est plus épais. Hein? Alors à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a des choses que les gens veulent parfois des choses qui sont peu compatibles avec l'orthodoxie de la cuisine, Ce tout que je voulais simplement. dire, c'est que si je mets bien cuit, toutes les viandes ont la même texture. Je veux dire, t'as des morceaux de viande, comme tu dis, celui-là, les premières catégories, garde une texture particulière saignante et qui, comment dire, se dégrade si on va vers le bien cuit. Les viandes de première catégorie sont aptes à être mangées, je dirais, crues quand elles sont bleues, saignantes éventuellement et voire même à point. Quand elles sont de première catégorie, pourquoi? Parce qu'elles ont des fibres qui ne sont pas dures, elles ont des fibres qui sont plus tendres. Ah, Alors, c'est la raison pour laquelle les viandes de troisième catégorie, donc les viandes à bouillir, on doit les cuire très longtemps, de manière à ce qu'elles soient tendres. Si vous cuisez un morceau, je dirais, de plat de côte à la poêle, vous n'allez pas avoir une viande, vous aurez une viande saignante, évidemment, mais vous aurez une viande qui sera de toute façon beaucoup plus dure. C'est la raison pour laquelle on les cuit en pot-au-feu. Alors, vous avez les viandes intermédiaires, hein, des viandes de deuxième catégorie peuvent encore être rôties, à condition d'être après coupées en fines tranches. Hein, c'est le cas de ce qu'on appelle le filet d'Anvers, qui est un morceau dont une partie est en première et l'autre partie est en deuxième catégorie. C'est la viande idéale pour faire les buffets froids, les rôtis de bœuf sur les buffets froids. Vous avez également en deuxième catégorie des viandes qui ont une cuisson mixte, hein, qui est une cuisson, je dirais, plutôt braisée. Hein, voilà, la carbonade, par exemple, c'est la viande typique de la cuisson braisée, hein, qui est une viande oui. qui peut cuire plus longtemps, hein, qui va s'attendrir, qui va devenir très goûteuse, qui va vraiment laisser passer son collagène dans la sauce, etc. Mais au niveau des viandes de première catégorie, leur épaisseur, généralement, une côte à l'os, c'est rarement quelque chose qui fait 1 centimètre Non, d'épaisseur. Une côte à l'os, plutôt c'est 3-4 2,5, centimètres. 3, mais ça dépend hein, comment on la coupe, mais 2,5, 3, c'est vraiment le minimum, c'est vraiment le très très minimum. Hein, c'est la largeur de l'os en fait. Hein. Oui. Donc, ces viandes-là qui montent jusqu'à des 4 ou 5 centimètres, voire même plus 5-6 centimètres, vous n'allez pas les cuire bien cuites. Il faudra extrêmement longtemps pour les cuire bien cuites. Il faudra les laisser au four, je dirais facilement 40-45 minutes et encore. Je ne Oui. suis même pas certain qu'après 45 minutes, elles seront bien cuites à cœur. Alors forcément, le client qui va commander ça, il va penser manger après 20 minutes, mais il n'aura pas sa viande en 20 minutes. Et c'est pour ça que les cuisiniers n'aiment pas. Ah, D'abord, ok, c'est une oui. hérésie. Pourquoi? C'est une hérésie parce que d'un point de vue gastronomique, étant donné que c'est une viande rouge, elle peut rester saignante. Hein. Or, il y a des viandes, généralement les viandes blanches, elles, on doit les cuire, je dirais beaucoup plus. On doit les cuire, par exemple, le porc, on le cuit au minimum à 86 degrés. C'est une viande qui est prévue pour être mangée bien cuite. Sauf, attention, on a eu une expérience un jour ensemble dans une brasserie, sauf les viandes de porc qui sont rouges, hein, comme les viandes de porc ibériques. Celles-là, on doit les manger saignantes également, idéalement, hein, Oui, oui, ok. ou Oui. entre saignantes et à point. Mais par exemple, je prends les morceaux de viande qu'on trouve ici en Angleterre, qui ont été maturés minimum 21 jours. Une entrecôte, tu la manges saignante, elle a pas de... C'est du chewing-gum. Par contre, tu la manges à point ou bien cuite, ça fond en bouche. Elle a une meilleure texture quand c'est cuit que quand c'est cru à l'intérieur. C'est possible, c'est possible. Bref, bon, soit. Bref, Ça, c'était mes petits coups de gueule, et puis c'était une façon de vous attirer sur notre page Facebook où j'ai partagé la vidéo qui explique un petit peu comment ça marche, cette
Ces assiettes avec QR code, ça m'intéresse aussi, tiens, d'en avoir une pour voir. Et puis sur le compte Instagram, n'oubliez pas de venir vous abonner. Je commence à publier un petit peu plus de choses que d'habitude là-dessus. Puis on risque d'aller faire un live, d'autant plus que cela fait 4 ans, Guy, 4 ans de podcast. 4 ans que nous sommes présents et disponibles sur la podcastosphère, sur iTunes, sur toutes les applications de podcast. On va vous faire une petite célébration, si ce n'est pas déjà fait, en live. Et puis, 4 ans, ça fait de nous quand même un dinosaure des podcasts. Hein. Je regarde les podcasts de cuisine qui existaient il y a 4 ans. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. En français, en tout cas. Voilà. Bon. Oups, c'est là que j'introduis une petite note de post-production parce que je me suis rendu compte qu'on a enregistré cet épisode en 2 parties et que la deuxième partie, on n'a pas utilisé les mêmes outils d'enregistrement que la première partie. Et donc là, vous venez d'entendre la première partie qui était tout à fait normale et puis vous allez bientôt avoir la deuxième partie dans laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence dans la qualité du son. Et je voulais juste vous prévenir et m'en excuser sincèrement. Voilà. Bonne écoute. Et donc Guy, tu voulais nous parler de fraises. Eh bien oui, nous allons parler de fraises parce que c'est vraiment le produit de saison. Comme ça, quand on est à la fin du printemps, début de l'été, je dirais que chacun attend les fraises avec grande impatience, comme on attend les asperges ou bien les champignons ou les morilles ou les truffes. C'est vraiment le produit qui est en attente, même si techniquement, on peut évidemment trouver des fraises toute l'année à condition de mettre le prix et de les importer de n'importe où. Oui, mais c'est aussi un produit phare, par exemple, parce qu'au moment où on enregistre ça, on est en plein première semaine de Roland-Garros. Et juste après Roland-Garros, on a Wimbledon. Et à Wimbledon, sur l'endroit où se passe ce championnat de tennis, l'aliment phare, là, en Belgique, on mangera un paquet de frites. À Wimbledon, il faut manger sa barquette de fraises nappée de crème. C'est Ah tiens. vraiment le snack emblématique, le petit encas emblématique qu'il faut manger quand on va voir les internationaux de tennis de Grande-Bretagne. Et alors, comment ça se présente? C'est la barquette d'origine sur laquelle on met simplement de la crème fraîche ou bien il y a de la crème fraîche à part? Parce que je Non, suppose qu'ils n'ont... c'est une barquette comme tu as les barquettes de frites en Belgique et c'est dedans, tu as des fraises et puis Ah oui, oui, ce n'est pas la barquette du marchand, donc non, elles ont été lavées, elles ont été lavées équeutées, je lavées, suppose. équeutées et puis c'est D'accord. nappé de crème. Je sais même pas si la crème est battue parce qu'ici ils aiment bien mettre de la crème La pure, crème épaisse. la crème épaisse La directement crème sur du... Attends, elle porte un nom, cette crème, hein, la non? double crème, Cream ou un truc la ainsi, crème non? double, oui, Oui, voilà. en effet. Mais alors, il y a un autre plat anglais qui s'appelle Eton Mess, hein, qui est très connu, que tu connais sans doute, non? Ça me dit vaguement quelque Ah chose. oui, hein? C'est quoi? L'Eton Mess, c'est un mélange en fait avec de la crème fraîche et des fraises. Et je me demande s'ils ne mettent pas aussi des brisures de meringue. Et alors on raconte, la petite histoire raconte qu'à l'origine, un étudiant avait acheté un pavlova aux fraises et puis qu'il l'a laissé tomber. Alors comme on a quand même voulu récupérer dont tomber la boîte hein, dans laquelle le gâteau était. Et alors la petite histoire raconte qu'on a pris ce qui restait donc de la boîte, qu'on l'a réparti dans des verres. Donc on a une espèce de mélange un petit peu confus comme ça où il y a des fraises, de la fraise écrasée, du blanc de la crème chantilly, des brisures de meringue et qu'on a trouvé ça très bon. Donc on Oui. a à ce moment-là décidé de créer un dessert qui reprenait ça mais sans acheter un pavlova au départ et le mettre par terre. Mais écoute, tu sais, il existe tout plein de séries de desserts un petit peu bizarres Et ici. c'est bon, hein, parce que je Oui, l'ai vu. oui, oui. Ma femme a essayé l'autre jour une espèce de pavlova avec dedans la sauce. C'était nappé d'une espèce de sirop avec du jus de fraise et du basilic et de la menthe. Ben oui. Et C'était je pas comptais mauvais. bien en parler d'ailleurs. Ah, ok. Bon, ok. Pardon. Donc, les fraises, tu disais. Ben les fraises, voilà. Alors la première question qu'on peut se poser, Marc, c'est de savoir depuis quand nous consommons des fraises. Oui, ça vient d'où les fraises d'ailleurs? Ah ben écoute, est-ce que tu as déjà lu Astérix le Gaulois, le premier opus de la série de livres de Goscinny et Uderzo? Est-ce que ça te Il doit y rappelle avoir quelque très chose? longtemps, Il y a très longtemps, hein. quand j'étais Alors, jeune. voilà. Moi, je me rappelais Au que, siècle bon, dernier. on va un petit peu, disons, parler à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas Astérix, puisque nous sommes écoutés aux antipodes et que la bande dessinée n'est pas forcément connue de tout le monde. Hein. Nous avons un village d'irréductibles Gaulois à l'époque de la conquête de la Gaule par Jules César. Il se Ils trouve ont en fait des Armorique, films aussi. c'est-à-dire en Bretagne, pardon. Oui. Et à un moment donné, les Romains se demandent, parce que César est quand même très fâché, et il se dit qu'il y a pas de raison qu'il y ait une pettoute partie de son empire qui lui résiste. Donc, il charge Caius Bonus, qui est le centurion du camp de Petit Bonhomme, si mes souvenirs sont bons, d'élucider le mystère. Donc, on envoie un espion, un vrai Romain déguisé en faux Gaulois, je vais dire, hein, qui s'introduit dans le village et qui se rend compte qu'il y a une potion magique qui est préparée par le druide Panoramix. Alors, finalement, lorsque Panoramix sort en forêt pour cueillir du gui pour préparer sa potion, il se fait enlever par les Romains. Alors, ils vont lui faire subir toute une série
de torture, je vais dire ça comme ça, de manière à ce qu'il avoue le secret de sa potion. Alors, ils finissent aussi par enlever Astérix, qui lui était chargé de récupérer Panoramix, et tous les deux font évidemment durer le plaisir. Et dans le plaisir qu'il y a en question, parce que bon, le druide va envoyer les Romains chercher toute une série d'ingrédients les plus farfelus les uns que les autres pour réaliser la fameuse potion, il y a des fraises. Et on voit donc évidemment le centurion qui amène une belle barquette de fraises, de belles grosses fraises hors saison qu'il a payé un prix d'or, dit-il. Hein, et puis les deux Gaulois mangent les fraises au lieu de mettre les fraises dans la potion. Donc il leur demande d'aller leur chercher. Alors évidemment, c'est un anachronisme parce que les seules fraises que les Romains, les Gaulois et jusque, je dirais, à la fin du Moyen-Âge connaissaient, c'était les fraises des bois. Alors les fraises des bois, ben, ce sont ces petites fraises qui poussent de manière sauvage, c'est la fraise européenne, hein, qui poussent de manière sauvage en principe dans les bois. Mais vous avez une idée du prix des fraises des bois cultivées? Ça doit être cher, non? Parce c'est très cher. On en faisait de la liqueur, non? On en fait de la liqueur, mais enfin bon, les véritables fraises des bois, mais en version cultivée, hein, pas en version cueillie dans les bois, elles sont aux alentours de 70 €, 70 € le kilo. Hein, quand la fraise, disons, de très très belle qualité, on la trouve à 10 fois moins cher. Mais dis-moi, Guy, justement, les fraises, on n'a pas essayé de les cultiver pour améliorer le rendement, Alors, la taille du fruit ou si, bien sûr, mais la fraise, malgré tout, bon, la véritable fraise des bois, elle est extrêmement petite. Hein, j'en ai déjà vu dans les bois. Ça goûte rien. Si, elle est parfumée, elle est bonne, mais c'est comme l'ongle d'un petit doigt, c'est vraiment très très petit. Alors et j'avais dans ma famille des fraisiéristes, mais qui cultivaient en fait tous les petits fruits. Je parle d'il y a quand même quelques décennies. Hein. Et c'était des gens qui étaient installés dans la banlieue de Bruxelles et qui cultivaient comme ça tout ce qui était fraises, groseilles, fraises des bois, mais non pas les myrtilles, c'était les groseilles rouges, les framboises et les fraises des bois qui cultivaient essentiellement, et des fines herbes aussi. Et alors, bon, ça demande énormément de main-d'œuvre parce que pour remplir une barquette de 250 grammes de fraises des bois, quand il y en a... Il en faut des immigrés pour remplir tout ça. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas d'immigrés, c'était ma tante, ma grand-tante qui s'occupait de ça. Mais enfin, il fallait quand même beaucoup de main-d'œuvre et c'est ce qui justifie malgré tout le prix. C'est d'une part la rareté et c'est d'autre part la confidentialité, bien sûr. C'est d'autre part la main-d'œuvre qu'il faut ou qu'il fallait à une époque. Donc, on cultivait les fraises des bois et on les avait améliorées. Mais la véritable amélioration qui va amener aux fraises que nous connaissons actuellement, bien, on va la devoir à la découverte des Amériques, puisque on va d'abord trouver du fraisier américain en Virginie, qu'on appelle d'ailleurs la fraise de Virginie, et puis plus tard, un dénommé Fraisier, qui est un explorateur français et dont le nom ne s'écrit pas comme le fraisier, la plante, mais bien F-R-E-Z-I-E-R, va découvrir au Chili la fraise du Chili. Alors, je vais passer les détails parce que vous pouvez aller vous intéresser à la chose sur Internet, sur Wikipédia, vous trouverez tous les renseignements. C'est finalement la combinaison de ces cultivars différents qui va donner nos fraises actuelles, enfin de ces variétés d'origine, disons, différentes, qui va plutôt donner nos cultivars actuels. Et c'est ainsi qu'on se retrouve maintenant avec des dizaines de variétés de fraises différentes, plus ou moins, je dirais, sélectionnées en fonction des modes, en fonction de l'endroit où on a réalisé le cultivar, etc. Et on a comme ça des petites fraises, des grosses fraises, des très rouges, des grenades, de toutes les couleurs. Il y a les fraises ananas qui sont jaunes, par exemple. Et ça revient à la mode, il paraît. Oui, et qui sont très proches des fraises de Virginie qu'on avait trouvées au départ aux États-Unis, sur la côte de l'océan Pacifique. Donc, on a toute une série de variétés de fraises, mais alors on pourrait se dire, mais lesquelles faut-il choisir? Alors, j'ai eu l'expérience qui remonte quand même à il y a quelques années de ça, et je me suis retrouvé au marché un samedi matin, tout près de là où j'habitais. J'étais décidé à acheter des fraises. Alors, on sait que les fraises, il y en a à tous les prix. Hein. Il y a des fraises, je dirais, banales, et je ne parle même pas des fraises qui viennent de l'étranger, je parle des fraises de la bonne saison chez nous. Vous aviez 3 types de fraises. Alors, il y avait les fraises sans spécification, qui étaient à tel prix. Vous aviez des fraises un peu plus chères, donc à un prix moyen. Puis vous aviez sur la gauche des fraises de Wépion. C'est une institution. C'est une institution. Alors là-dessus, je dis au bonhomme, je dis, écoutez, je vois qu'il y a des prix différents et je connais les variétés de fraises et je dis, mais laquelle, malgré tout, vous me conseillez d'acheter? Mais il dit, écoutez, c'est pas compliqué. Et ça, je peux quand même le conseiller à tout le monde. Hein. Vous vous mettez au-dessus des fraises les moins chères, qui étaient à droite sur l'étalage, hein, qui faisaient, lui, facilement 3-4 mètres de long avec rien que des fraises. Et il dit, vous sentez. Bon, je sentais un très, 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 très léger goût de fraise, un très léger parfum de fraise. Puis il dit, vous mettez sur les fraises qui sont mieux, ben ça allait déjà mieux. Et puis, je me suis mis au-dessus des fraises de Wépion et de la même manière, j'étais pas ni plus bas ni plus proche des fraises, ça embaumait littéralement le parfum de fraise. Donc, quand on met le prix, on a une qualité. On a rarement
de très très bonnes fraises à un prix médiocre, ou alors c'est vraiment une exception. Soit on en a dans son jardin, mais ça c'est encore un autre sujet, on peut en parler après. Donc si on met réellement le prix, on risque d'avoir, en principe, on a une bonne variété. Maintenant, il y a des bonnes fraises partout. Il y en a en Angleterre, il y en a en France, il y en a en Belgique, bien entendu. Je suis persuadé que les Espagnols, malgré les fraises banales qu'ils nous envoient d'habitude, ont éventuellement, selon les endroits et selon les fraisiculteurs, des variétés de qualité. La seule différence, c'est que les fraises sont des fruits fragiles. Alors, ce sont des fruits qui sont en plus passés au rayon X quand on veut les garder. Quand je dis rayon X, irradiés. Ils sont irradiés. Quand je dis rayon X, c'est pas des rayons exactement comme les radios des OKC. Des rayons gamma, non? Ce sont des rayons gamma ou des choses pareilles, je ne sais plus. Bon, je connais le centre, en tout cas, je l'ai déjà visité où on fait ça ici en Belgique. C'est à Fleurus qu'ils font ça? C'est à Fleurus, voilà, c'est à Lirey. Donc, les fraises sont passées par chariot entier. Hein. On met des cajots de fraises sur des chariots, puis il y a une espèce de petit Ça tue serpent. tous les parasites. Ça tue tous les parasites, y compris donc les animaux, donc du style les mouchettes, etc., mais également les bactéries. Hein. Et c'est ce qui fait que des fraises vont se conserver mieux ou pas. Alors, le problème au niveau du goût des fraises, c'est quand on achète des fraises qui viennent de loin. Pourquoi? Parce que la fraise est un fruit fragile, elle va être cueillie un jour, elle va être mise en barquette, elle va être mise sur, comment dirais-je, en vente sur un marché de gros, puis après elle va transiter, elle va faire 600, 700, 800, 900 kilomètres, et puis elle va être seulement chez un grossiste, qui va de nouveau les revendre à des détaillants, et puis quand vous arrivez au magasin, vous achetez les fraises. Vous n'allez pas forcément les manger le jour où vous les achetez, hein, parce que bon, on achète parfois les fraises le samedi pour le dimanche, hein, ou des choses comme ça. Et puis finalement, si on ne les garde pas soi-même au frigo, on a des fraises qui après 2 jours sont moisies. Pourquoi? Parce que finalement, entre le moment de leur cueillette et le moment de leur consommation, il s'est passé 4-5 jours facilement. Mais si elles sont moisies, on peut pas en faire du vin ou de la bière? Écoutez, je n'en sais rien parce que bon, du vin de fraise, je connais, je suis allé à une dégustation de vin de fraise, mais normalement, on travaille avec des produits sains, on ne travaille pas avec des produits qui sont moisis. Alors c'est ça. Donc pour se prémunir de ce genre de choses, les fraisiculteurs font cueillir les fraises avec une sous-maturité. Alors, la fraise est un fruit climactérique, donc ça veut dire qu'elle va quand même malgré tout mûrir un peu d'elle-même. Mais rien ne vaut une fraise qui est mûre sur son pied et qu'on peut déguster directement. C'est pareil pour tous les fruits. C'est pareil pour quasiment les mangues, les ananas. Bien entendu. Mais je vais dire que c'est pareil pour tout, mais ça veut dire que quand on peut acheter des fraises de manière locale, c'est quand même mieux au niveau du résultat. Si vous passez dans la vallée de la Meuse, hein, à proximité d'Ouépion et dans toute la vallée, on vend des fraises. Il y a des aubettes, donc des espèces de petits chalets en bois, hein, où les producteurs locaux vendent leurs produits. Ils cueillent les fraises le matin et elles sont mises en vente en journée. Plus frais que ça, vous ne savez pas avoir, puisqu'ils ont une production qui est permanente. Donc, ils cueillent des fraises de manière permanente et ils les vendent aussi de manière permanente. Et vous êtes quasiment sûr d'avoir des fraises, je dirais, qui sont cueillies de quelques heures. Donc, ça, c'est l'idéal à tout point de vue. Alors, la question qu'on peut également se poser, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des fraises petites ou des fraises grosses? En règle générale, les petites fraises sont moins chères d'ailleurs, hein, parce que les gens aiment bien avoir la grosse fraise qui fait 50, 60 grammes et plus, hein, vraiment une bonne grosse fraise qu'il faut mordre à 3 fois. Il faut mordre à 3 fois et qui est grosse comme un poing d'enfant. Alors, j'expliquais toujours à mes étudiants la chose suivante. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des grosses carottes un peu plus chères ou des petites carottes un peu moins chères? Et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Et je leur faisais faire un petit calcul. Hein? Alors, les fraises, vous allez savoir pourquoi, c'est la même chose. Quand on sait que la taille de quelque chose croît au cube, mais que la peau ne croît qu'au carré, plus le fruit est petit, plus il y a de peau proportionnellement au poids qu'il occupe. Alors, dans le cas des carottes, c'est négatif, il vaut mieux acheter des grosses carottes. OK? Mais dans le cas des fraises, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans la fraise? Prenez une fraise, vous la coupez en deux. Vous remarquez qu'il y a la peau qui est rouge, et puis juste en dessous, pendant, je dirais, 7, 8, 9, 10 millimètres, vous avez une couleur qui va du rouge décroissant vers le centre, qui est généralement blanc. Oui. Si vous avez une grosse fraise, vous avez généralement le cœur qui reste blanc. Et la partie blanche de la fraise, elle est dure, elle n'est pas sucrée et elle n'a pas de goût. OK? Oui. Quand vous avez une petite fraise où quasiment tout l'intérieur de la fraise est rouge ou rosé et que vous n'avez pas de blanc, ben vous avez du goût partout. Donc finalement, il vaut mieux acheter des petites fraises. Elles sont meilleures, elles coûtent moins cher, et elles ont plus de goût et elles sont plus sucrées. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que les gens aiment bien les grosses fraises. Et finalement, quand on a des grosses fraises et qu'on veut les utiliser pour faire une salade de fruits, pour faire une tarte, pour faire quoi que ce soit, on doit quand même les couper en morceaux. Donc autant prendre des plus petites fraises qui n'a généralement qu'à couper en deux pour avoir quelque chose de correct.
et on fait une meilleure affaire. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde, c'est de ne pas se laisser tenter par les grosses fraises qui sont généralement très appétissantes, mais qui sont généralement moins bonnes que les plus petites fraises, qui en plus ont le mérite d'être régulières. On va prendre un exemple. Vous devez garnir une tarte avec des fraises. Il y a une fraise en France qui est géniale pour ça, hein. C'est une fraise qui est un petit peu oblongue ainsi et elles sont quasiment toutes les mêmes. On dirait quasiment que toutes les fraises sont des clones les unes des autres. Vous devez garnir une tarte. Vous n'avez même pas besoin de couper des fraises. Vous les mettez simplement, après les avoir bien entendu lavées et cutées, vous les mettez debout les unes à côté des autres et vous avez une tarte superbe, hein. Oui, d'ailleurs, je me souviens d'une tarte aux fraises que tu avais un jour faite pour une amie et en fait, Oui, tu avais mis les fraises debout, comme ça tu pouvais en mettre plus. exactement. Et c'était une tarte au citron en dessous et aux fraises au-dessus. Ah, c'était super appétissant parce que moi, non, je regarde un peu sur Instagram des gens qui publient des photos de tarte aux fraises et en fait, tu as des fraises qui sont Il y bloquées a, comme ça il y a et, de tout, hein. et les bords ne se touchent pas. Et tu dis, mais c'est plutôt c'est juste là pour décorer. C'est pas des fraises qui sont. C'est pas une tarte aux fraises, c'est une tarte garnie de fraises. C'est ça. Alors, j'achète, pour parler de ça, j'achète de temps en temps de la pâtisserie dans une pâtisserie dont je t'ai déjà parlé, hein, qui Oui, n'est pas loin la pâtisserie fétiche. ma pâtisserie fétiche. Les tartes aux fraises et aux framboises, et d'ailleurs toutes les tartes en général coûtent très cher. Par contre, ce sont quasiment des œuvres d'art à chacune d'entre elles, hein. Quand les fraises sont un peu trop grosses, elles sont simplement coupées en deux et puis rangées de manière tout à fait artistique. Mais ça prend un temps, ça prend une main-d'œuvre. Alors, quelquefois, les gens disent, oui, mais enfin, payer tel prix, bon, il faut compter que c'est une vingtaine d'euros la tarte, hein. Et encore, c'est pas une tarte énorme, c'est une tarte, disons, pour 8 personnes, hein. On se dit, mais la main-d'œuvre que ça a pris, on ne garnit pas ce genre de tarte simplement en une minute ou deux. Il faut, moi, je dirais Oui, facilement ouais. 5, 6, 7 minutes. Je n'ai jamais chronométré le temps qu'ils mettent, je n'en sais rien, mais j'imagine déjà, si vous devez les mettre entières, c'est une chose. Si maintenant vous devez en plus les couper en deux et puis les arranger artistiquement, ça prend du temps, hein, ça c'est clair. Donc voilà, on a dit les fraises les plus petites possibles. Quand on a le choix entre plusieurs variétés, ben on met tout simplement son nez au-dessus et on sent celles qui ont le meilleur parfum. Est-ce qu'il y en a qui Euh, goûtent meilleur que ce qu'elles ne sentent? Ou alors c'est généralement c'est une règle générale? Je dirais que si la fraise dégage une bonne odeur, en principe, elle va avoir bon goût. Méfiez-vous surtout, c'est d'une fraise qui n'a pas d'odeur. Parce qu'une fraise Ouais. qui n'a pas d'odeur risque de ne pas, enfin, je dirais à 9 chances sur 10, risque de ne pas avoir de goût non plus, hein. Alors souvent, quand c'est la pleine saison comme ça, vous avez les maraîchers, je dis les maraîchers, mais ce sont les gens qui ne cultivent pas eux-mêmes, en fait, Le ils marchand d'œufs. vendent des marchands de légumes. Bien souvent, ils vous mettent des plateaux avec des dégustations, hein, ils vous permettent de goûter, hein, que ce soit des fraises, que ce soit des morceaux d'ananas, que ce soit des quartiers de mandarine ou de clémentine. Bon, n'hésitez pas à goûter, à dire, bon, ben, est-ce qu'on peut goûter une fraise? Ben oui, ils permettent aussi de goûter une cerise. S'il y a 3, 4 variétés de cerises, à un moment donné, vous pouvez les goûter. Ben, les fraises, ils font généralement le même. Et puis, ils vous disent, ben voilà, goûtez-en une d'un autre paquet. Et puis, ben, vous voyez celle qui vous plaise le mieux au final. Et puis, en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre, hein, évidemment, ça c'est aussi une question de prix. Alors maintenant, ben, on sait quelles fraises on a choisies, hein, des petites et des fraises qui ont un bon parfum. On doit également savoir comment on va les préparer, ces fraises, c'est-à-dire comment on va leur faire subir des opérations préliminaires à leur utilisation. Oui. Je Alors, rappelle quand même certaines petites règles, hein. si je peux me permettre de Oui, t'interrompre, en préparant cet épisode, en fait, tu t'étais demandé si on n'avait déjà pas parlé des fraises. Et en Oui, regardant dans la liste des épisodes, effectivement, tu avais déjà parlé de manière très discrète des fraises. C'était dans les bonus de l'épisode 7. Et donc, ça remonte à il y a longtemps. il y a longtemps. C'est surtout que c'est un bonus qui était disponible à l'époque que sur le site. Mais les gens qui écoutent à travers Google Podcast ou à travers Spotify peuvent encore le voir dans l'archive. Mais il faut remonter quand même à il y a plus de 2 ans et demi. Néanmoins, en quelques mots, parce que 3 ans et demi. les auditeurs qui n'ont pas forcément envie de remonter à cette époque-là vont quand même se demander comment on fait. Oui, Si vous regardez sur Internet, vous verrez de toute façon, c'est expliqué, une fraise se lave toujours entière. Alors, elle se lave, c'est-à-dire qu'elle va être brassée dans de l'eau, hein. Il y a deux possibilités. Soit on met le cajot de fraise ou la barquette de fraise dans une petite passoire et on fait couler de l'eau dessus, si possible avec une douchette. Pourquoi? Parce que la douchette va y aller beaucoup plus doucement que le jet si vous avez un jet trop fort. Donc vous allez éventuellement blesser les fraises avec un jet un peu trop puissant. Sinon, vous retournez tout simplement votre cajot de fraises ou bien votre barquette de fraises dans un évier dans lequel vous avez mis de l'eau. Et puis avec les mains ouvertes, vous brassez légèrement les fraises, hein, de manière à les laver. Vous les mettez ensuite dans une passoire. Vous regardez comment est l'eau. Alors je m'explique.
Si l'eau est simplement légèrement colorée en rose, parce que les fraises vont toujours relâcher un tout petit peu de jus, hein. Si l'eau est simplement colorée en rose mais que vous ne voyez pas de terre dans le fond, etc., une seule opération suffit. Si maintenant les fraises sont particulièrement sales, parce que par exemple il a plu, hein, si ce sont des fraises qui sont en tunnel, il n'y a pas de problème, il ne pleut pas dessus. On arrose le plant, mais il n'y a pas trop de danger. Mais quand ce sont des fraises qui sont réellement des fraises extérieures, si vous avez une averse et que le pied n'est pas protégé par de la paille ou par un film plastique, vous pouvez très bien, et même si ce sont des fraises de jardin d'ailleurs, hein, avoir, je dirais, des particules de terre qui sont allées se coller sur la fraise. Si vous voyez ce genre de particules dans le fond de votre eau de lavage, eh bien, vous rincez les fraises une deuxième fois. Si ce n'est pas le cas, que vous ne voyez pas de sédiments dans le fond de votre évier, les fraises ont été lavées, c'est suffisant donc avec une fois. Alors, on trouve également sur Internet toute une série de gadgets, y compris des trucs pour enlever la queue des fraises. Alors, on va vous expliquer. Bon, j'ai failli acheter ce genre de gadget et puis je ne l'ai pas fait, c'était il y a un an. On vendait dans une grande surface réservée aux professionnels, en tout cas à l'origine, on vendait des espèces de petites pinces en forme de fraise. Alors, il y avait un peu comme une seringue, hein, et vous aviez le bout de la pince qui se refermait et qui pouvait emprisonner la queue, le pédoncule de la fraise, et puis vous deviez tirer et ça enlevait le pédoncule. Bon. On vous dit également sur Internet, dans des tutos, vous prenez une paille, donc un chalumeau à cocktail, à boisson, hein, et vous enfoncez ça du côté opposé au pédoncule, et puis vous remontez et vous faites sortir le pédoncule en une fois. Bon, on oublie, c'est que chaque fois, c'est un peu comme un vide-pomme, vous allez avoir le cœur de la fraise qui va être enlevé également. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça devient? Si vous avez des fraises en morceaux et que vous les coupez, il va vous manquer le milieu. Si vous la coupez en deux, vous allez avoir une espèce de strie centrale. Enfin bref, et ça va beaucoup plus lentement au final que le faire avec un petit couteau. Donc moi je préconise tout simplement de prendre un petit couteau d'office, donc c'est le petit couteau pointu de cuisine, hein, le couteau qui a une lame de 6-7 cm hein, maximum. Vous le tenez sans vous blesser, et puis avec la pointe du couteau, hein, je dirais le demi-centimètre qui est à la fin de la pointe, vous piquez juste en dessous du pédoncule, vous tournez un petit peu à la fois la fraise et le couteau en sens inverse, et vous enlevez, en rien de temps pour le dire, vous enlevez le pédoncule. Vous n'avez pas dû acheter un appareil qui vous coûte 5, 6, 7 euros. Hein, vous n'avez pas utilisé une paille, je vais dire, et faire de la gymnastique pour enlever le pédoncule. C'est quand même le plus rapide et le plus facile. Alors, les fraises, quand elles sont préparées, voilà, il faut quand même les manger le plus rapidement possible ou les préparer pour les manger, je dirais, au service suivant, hein, l'après-midi pour le soir, etc. La meilleure manière de manger les fraises, ce sont les fraises nature. Alors, je dis la meilleure, c'est-à-dire que c'est celle qui est peut-être la plus authentique. C'est quand on a des fraisiers chez soi ou même dans une balconnière avec les enfants, on va près des fraisiers, on regarde les fraises qui sont mûres et puis on en cueille une et on la mange. Alors, j'ai eu ce plaisir-là quand j'étais enfant, mais il faut quand même être prudent et faire attention. Il faut voir par qui le jardin est visité. Oui. Alors, il faut quand même savoir, pour des raisons que maintenant on connaît, c'est que vous avez parfois des chats qui vont dans les jardins et que le chat, dans ce cas-là, enfin le fraisier, disons, dans ce cas-là, peut véhiculer toute une série de maladies qui peuvent amener, par exemple, à une malformation d'enfant lorsque c'est une femme enceinte qui mange des fraises qui seraient contaminées. Vous avez parfois même en ville des renards qui se baladent et qui vont dans les jardins. Bon, de nouveau, le renard, le fait qu'il urine, peut être, je dirais, la cause de contamination dans toute une série de maladies. Vous avez les rongeurs, vous avez les rats, etc. Donc, ce qui a l'air d'être anodin au départ ne l'est pas toujours, et il est quand même recommandé de laver les fruits, surtout quand ce sont des fruits qui poussent au niveau du sol. Si ce sont des cassis, des groseilles, des choses qui poussent à 50 cm, on peut concevoir que des rats, que des chats ne vont pas aller se balader à cette hauteur-là et faire du dégât. Mais quand ce sont des fruits comme les fraises qu'on ramasse au niveau du sol, je ne peux conseiller qu'une chose, c'est de les passer à l'eau avant de les manger. Alors, pour manger des fraises nature, il faut qu'elles soient bonnes à la base, il faut qu'elles soient suffisamment sucrées, parce que sinon, on arrive tout de suite dans les fraises au sucre. Alors, les fraises au sucre, il y a la gourmandise dont on ne peut pas attendre, qui consiste simplement à tremper le bout de la fraise dans un petit ravier de sucre, mais ça, ce n'est pas un dessert en soi, c'est simplement un plaisir momentané, hein. Objection, votre honneur. Allez. Les fraises au sucre, chez nous, si tu mets un petit peu de sucre dans une coupelle ou dans une sous-tasse et tu écrases la fraise dans le sucre. J'allais y arriver. T'as le jus qui sort. J'allais y arriver. En fait, t'as le sucre qui s'imprègne. Mais oui, mais vous devancez mes propos. Ouais, tu parles de fraises au sucre parce que normalement, si la fraise est bien lavée, elle ne colle pas dessus. Bien sûr, mais la ligne suivante que j'avais dans mon petit pense-bête sous les yeux, c'est la fraise écrasée, bien entendu.
Donc, mais c'est bien, c'est que nous sommes dans le même ordre d'idées. Oui. Alors, la fraise écrasée, évidemment, moi personnellement, j'aime pas trop, parce que je trouve que ça, c'est un plaisir gourmand, mais je trouve que ça n'a plus beaucoup de tenue, beaucoup de présentation. La fraise écrasée, elle se mangeait traditionnellement au goûter, voire au petit déjeuner, avec une tartine de beurre. On prenait des fraises, on mettait dans une assiette à potage, on mettait du sucre, et puis on les écrasait avec une fourchette, et puis après on mangeait ça à la cuillère. Bon, et alors Non, le moi, con, moi c'est pas de toi ça que je parle. Moi, je prends la fraise par la queue et j'écrase le bout mais je l'écrase qu'à moitié, tu vois. La eh fraise oui, est mais encore moi, entière et puis je la mets en bouche comme ça. C'est voilà. comme Moi, ça je, que c'est meilleur. moi, je parlais des fraises qu'on mangeait écrasées et volontairement écrasées à la fourchette. Alors, ça fait C'est une une confiture espèce non cuite, quoi. Oui, une espèce de mixture comme ça. Et alors le pis, alors au niveau du goût, c'est exceptionnellement bon, mais alors le pis, c'est quand on écrase les fraises avec du sucre cassonade brun. Alors je dis pas au niveau de la couleur ce que ça donne. On quitte le rouge vif des fraises pour aller vers le grenat très foncé. Alors c'est très bon au niveau du goût, mais par contre au niveau de la présentation, je ne vais pas dire le mot auquel ça me fait penser parce que ce n'est pas bien. Donc on peut par contre utiliser ce genre de préparation pour faire le fameux Eton Mess. On écrase des fraises en partie, on les sucre, et alors on les met dans un verre avec des alternances de crème fraîche, de meringue et de fraises plus ou moins écrasées. On sert ça bien glacé, ça c'est génial au C'est une très niveau bonne façon d'accommoder des brisures de meringue. c'est Quand une très bonne façon d'accommoder des brisures de meringue. Sinon, on doit acheter des petites meringues individuelles là, en forme de petites pointes, en forme de petites étoiles. Et puis, la préparation suivante, ce sont les fraises au citron. Alors, on pourrait me dire, oui, mais chaque fois qu'on fait des fraises au sucre, on fait finalement des fraises au citron. Ben, pas tout à fait. Alors, je vous explique comment on fait tout simplement. Vous devez compter le jus d'un citron pour 1 kilo de fraises, donc pour un ravier de 500 grammes, un demi-jus, vous avez compris. Vous réalisez votre jus, vous le passez au filtre pour ne pas qu'il y ait de pépins, c'est comme toujours désagréable quand il y a un pépin qui traîne, puis vous mettez votre sucre. Alors, on peut évidemment mettre des succès d'années de sucre. Moi, je conseille maintenant, si on veut faire un petit peu attention à son pancréas, c'est de ne pas mettre du vrai sucre et de mettre soit du stevia, soit de l'aspartame pour ceux qui y adhèrent encore, soit toutes les autres poudres, je dirais, qui sont prévues à cet effet, ou éventuellement un faux sucre liquide, bien entendu. Et donc, vous mettez votre jus de citron avec votre sucre ou votre substitut de sucre, et puis vous ajoutez vos fraises. Si ce sont des petites, vous pouvez même les laisser entières. Et quand vous avez mis toutes vos fraises, vous les mélangez très délicatement. Alors, il y a 2 méthodes. Soit vous faites ça avec des couverts, soit vous mettez des gants, vous les mélangez à la main, soit vous retournez tout simplement une assiette sur le plat ou le saladier dans lequel vous avez mis vos fraises et vous secouez légèrement de manière à les faire, je dirais, rouler les unes sur les autres dans le sucre. Et puis, vous mettez ça à ce moment-là au réfrigérateur et vous attendez que les fraises rendent un peu de jus. L'équivalent d'une demi-heure, c'est suffisant. Alors, si vous voulez accentuer le goût citron, vous pouvez très bien utiliser les zestes du citron que vous avez donc transformés en jus. Vous les épluchez à l'économe, vous les blanchissez 2 fois. Alors, je rappelle en vitesse, blanchir, eau froide, amener à ébullition, rafraîchir, eau froide, ramener à ébullition, rafraîchir, et puis vous taillez en fine julienne. Alors, je vous vois déjà d'ici me dire, oui, mais enfin, salir un poêlon, rien que pour ça, et c'est beaucoup de bazar. Ben non, vous prenez tout simplement un petit bol en plastique qui va au micro-ondes, vous mettez vos zestes dedans, vous mettez votre demi-tasse d'eau froide dessus, vous amenez à ébullition, ça va vous prendre entre 30 secondes et 1 minute, vous rafraîchissez, vous recommencez. Donc là, vous avez un minimum de vaisselle et vous avez une rapidité extraordinaire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut blanchir les zestes? Tout simplement parce que le fait de blanchir enlève le diphényle, qui est le fameux produit anti-moisissure qu'on met sur les agrumes et le citron en particulier. Donc ça le fait partir. Et deuxièmement, le zeste qui ne serait pas blanchi serait un petit peu dur. Donc si vous voulez avoir quelque chose qui soit quand même agréable en bouche, vous le blanchissez 2 fois et vous supprimez le problème. Alors, vous pouvez évidemment réaliser vos fraises non seulement au citron, mais également au limon, donc avec le citron vert. Vous pouvez également réaliser des fraises à l'orange. Et n'oublions pas qu'on peut également mettre dans les fraises des fruits confits. Alors, quels fruits confits mettriez-vous dans ce cas-là? Tout simplement de l'écorce de citron confite ou bien de l'écorce de cédra confite dans le cas des fraises au citron et de l'écorce d'orange confite que vous pouvez tailler en toute fine brunoise et que vous mettez avec vos fraises avec le jus d'orange. Maintenant, à partir de là, on peut très bien partir sur des fraises avec de l'alcool. Alors, rien ne vous empêche de mettre, par exemple, une eau-de-vie de citron dans les fraises au citron. Alors, qu'est-ce qu'on va en mettre? Eh bien, on met l'équivalent d'un verre de 4 centilitres d'alcool choisi.
bien sûr un alcool en relation avec le goût qu'on veut donner. Si ce sont des fraises au citron, ça peut être une eau de Villers, ça peut être du limoncello. Si ce sont des fraises à l'orange, vous pouvez très bien mettre un verre de Cointreau ou un verre de Grand Marnier. Donc on met l'équivalent de 4 centilitres, donc un verre d'alcool par ravier de 500 grammes de fraises. Vous mélangez délicatement et vous laissez au frigo pendant aussi une demi-heure. Alors, on a parlé tout à l'heure de fraises aux herbes. Bien entendu, il y a toute une série d'herbes qui s'accommodent avec les fraises. Vous avez la citronnelle, vous avez le basilic, mais vous avez éventuellement des épices comme la vanille, pourquoi pas, ou bien comme la cardamome, qui sont des épices qui vont très très bien avec les fruits. Vous avez également des aromates. Alors, qu'est-ce que j'appelle aromate dans ce cas-ci? Par exemple, de la fleur d'oranger, par exemple, de l'arôme de rose. Ça peut très très bien marcher avec les fraises également. Et si vous voulez accentuer un petit peu, je dirais attention, prudence, l'arôme de rose et les autres arômes, disons, floraux, à utiliser avec beaucoup de méticulosité. Sinon, ça devient mauvais. Il ne faut pas, quand on va manger sa salade de fraises, avoir l'impression de manger de la savonnette. Donc, ça doit rester quelque chose de léger, de diffus, d'agréable. Mais vous pouvez accentuer, par contre, c'est avec des pétales de rose cristallisés ou encore avec des boutons de rose de Bulgarie qui sont généralement très, très parfumés et qui vont ajouter un plus à votre salade de fraises. Alors, les liqueurs, j'en ai parlé. Mais quand on dit liqueur, on peut également dire alcool. On peut très bien mettre, par exemple, de la vodka. Alors, la vodka en elle-même n'est pas parfumée, on est bien d'accord. Mais on pourrait mettre du gin, on pourrait mettre, je suis en train de chercher, le rhum, je ne le vois pas trop, du kirsch, par exemple. La fraise et kirsch, ça va très, très bien aller ensemble. Et quand je dis kirsch, c'est l'alcool blanc de kirsch, ce n'est pas de la liqueur, ce n'est évidemment pas de la liqueur aux cerises, mais quoique la liqueur aux cerises peut très bien fonctionner. Et elle fonctionnera d'autant mieux. Imaginons par exemple que vous mettiez dans votre salade de fraises également des cerises noyautées, par exemple. On peut très bien, à partir d'une salade de fraises, faire une salade de petits fruits. Vous mettez, selon ce que vous avez, du cassis, des groseilles rouges, bien entendu des fraises. Donc il n'y a aucun problème avec ça. On peut mettre d'autres choses. Une petite liqueur de fraises de bois, non? Et une petite liqueur de fraises des bois, bien entendu. Il y a des liqueurs de fraises qui sont sur le marché, donc elles vont très très bien fonctionner. Et puis après, vous pouvez également mettre des fruits secs. Alors au rang des fruits secs, il y a un grand mélange qui est connu et qu'on met parfois sur les tartes, c'est la pistache. Fraises et pistache, ça marche très bien ensemble. Et on peut même faire d'autres associations. Fraises, pistache et citronnelle, par exemple. Fraises, pistache et que sais-je moi, liqueur de citron. Enfin, vraiment là, à partir de 3. L'amande va très bien marcher aussi. Donc on peut très bien faire des associations comme ça qui tout de suite vont devenir, je ne vais pas dire artistiques, mais vont devenir assez particulières et ça n'a vraiment aucun problème. Alors on parle quelquefois du fait de poivrer les fraises. Alors le fait de poivrer les fraises relève le goût. Alors comment fait-on? On part par exemple des simples fraises au citron, donc un petit peu du citron, du sucre, et vous mettez 3-4 tours de moulin à poivre pour un ravier de 500 grammes et vous mélangez. Et alors, on a inventé, il y a, moi je dirais, une quinzaine d'années, d'ici quand c'était la grande mode du vinaigre balsamique, on a inventé les fraises au vinaigre balsamique, ce qui marche très bien aussi. Il va de soi qu'à ce moment-là, vous ne mettez pas de jus de citron, puisque c'est le vinaigre balsamique qui va donner donc le côté acide qui manquait un petit peu aux fraises. Et alors, je pourrais vous donner comme ça maintenant un petit dessert tout à fait très très simple qui pourrait faire fureur quand vous recevez, et ça ne demande vraiment pas de, je dirais pas de grand tracas culinaire. Vous réalisez d'abord des fraises au vinaigre balsamique ou au vinaigre de vin rouge éventuellement, mais je conseille quand même le vinaigre balsamique. Et vous réalisez donc vos fraises en mise en place, c'est-à-dire avant le repas. Et puis vous avez prévu de la crème glacée à la vanille, c'est l'idéal. Prenez une crème glacée de qualité, n'achetez pas la moins chère que vous trouverez. Prenez une crème qui soit onctueuse et puis d'autre part, vous battez de la crème fraîche. Alors quand je dis de la crème fraîche, c'est simplement de la crème tout à fait banale mais légèrement sucrée. Quand je dis banale, ça veut dire de la crème que vous trouvez dans le commerce, minimum 30% de matière grasse, 35 si c'est possible. Vous la battez à l'avance également, vous la gardez au réfrigérateur. Alors il n'est pas nécessaire de la vaniller si vous voulez garder le goût de la crème, je dirais le plus authentique. Et si vous avez la chance, c'est de connaître un crémier ou un fermier qui travaille de la crème crue, vous pouvez utiliser de la crème crue, il n'y a pas de problème. Vous aurez encore un goût plus, je dirais, plus primaire. Voilà. Alors, vous prenez votre coupe, vous mettez 1 ou 2 boules de crème glacée, vous ajoutez ensuite les fraises que vous avez donc réalisées en mise en place au vinaigre balsamique, et puis vous mettez votre chantilly ou bien votre crème fouettée. Fouettée, c'est simplement sucré. Chantilly, c'est quand on met de la vanille. Vous mettez votre crème qui aura été battue, je dirais, à 4/5. Donc, elle doit être nappante, elle doit légèrement tenir, mais elle ne doit pas être suffisamment ferme que pour être mise à la poche à douille. Donc, vous mettez ça à la cuillère de manière à faire quelque chose qui nappe correctement, qui nappe bien. Et puis, vous ajoutez là-dessus
des amandes effilées que vous avez torréfiées très très légèrement au four. Et puis vous remettez quelques gouttes de vinaigre balsamique. Et si vous avez la possibilité, vous prenez un vinaigre balsamique vieux, un vinaigre qui est un petit peu comme ça caramélisé, qui ne coule pas facilement. Et vous faites comme ça quelques gouttes de ce vinaigre balsamique sur la chantilly. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un petit peu de sucre glace, vous saupoudrez avec du sucre glace et vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez avoir des goûts. Vous avez à la fois le goût des fraises, bien entendu, le goût du vinaigre balsamique, le goût de la crème fraîche en elle-même, le goût des amandes légèrement torréfiées. Et vous avez quelque chose d'extraordinaire et qui ne demande absolument aucune science culinaire parce que c'est simplement une question d'assemblage entre produits de qualité. Formidable, super. Ben voilà. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et avec ça, une belle tuile aux amandes pour, disons, parfaire l'association. Super. Et donc, régalez-vous de fraises. Continuez à manger des fraises. D'ailleurs, tu en avais parlé aussi dans l'épisode où on parlait des glaces aux fruits. Parce que faut savoir que c'était une des toutes premières séries qu'on avait fait lors de ce podcast, qui a déjà maintenant 4 ans. Les parfums de crème glacée. Bon, ben merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. J'espère que vous en avez appris autant que moi. J'espère que ça vous a donné envie de cuisiner. Alors, si vous voulez nous remercier, nous montrer un petit peu de votre gratitude et nous encourager et soutenir ce podcast, vous pouvez le faire en vous abonnant à notre page Tipeee ou à notre Patreon. Vous cherchez par les cuisines podcast sur l'un ou l'autre. Il y a des liens dans les notes de l'épisode. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller visiter notre site parlescuisines.com où vous pourrez retrouver toutes les notes des épisodes précédents, vous pourrez retrouver les bonus, et puis il y a certaines choses que j'ai été planquées sur le site. Je suis en train de refaire un petit peu de l'ordre là-dedans parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de pages. Après 4 ans et plus de 120 épisodes, ça commence à faire beaucoup tout ça. On commence à atteindre une certaine limite et un certain palier, donc il faut qu'on puisse progresser. Et votre soutien est bienvenu. Si vous voulez apporter votre soutien et que vous n'avez pas de quoi nous donner, vous pouvez tout simplement vous abonner à des newsletters. Tout en bas de la page de carte, il y a des publicités pour des newsletters. Ils nous donnent 1 euro chaque fois que quelqu'un vient s'abonner avec son adresse email. Donc c'est une façon très gentille et très sympa de vous abonner à une newsletter partenaire et ainsi nous faire rapporter des sous alors que vous, ça vous coûte pas un bal, pas un centime. Donc il n'y a aucune excuse. En tout cas, nous, on a passé ce temps avec vous. Ça nous a fait très plaisir. J'espère que c'était très agréable. Eh bien, on remettra ça la semaine prochaine. Avec beaucoup de plaisir. Tu as déjà une idée de quoi tu vas parler? Oui, nous allons parler soufflé glacé. Soufflé glacé. Oh, ok, super. Bon, ben, merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. À bientôt. Thank you.